Il n'y a plus de rideau de fer entre les deux Allemagnes. Berlin-Est décide d'ouvrir totalement ses frontières pour les candidats à l'immigration comme pour les voyageurs. Deng Xiaoping, ou le vrai pouvoir en coulisses, le maître de la Chine abandonne officiellement ses dernières fonctions, un nouveau dauphin promu. La petite fille de Picasso récupère ses tableaux retrouvés chez un restaurateur du bar, le gardien de la villa présenté au parquet. Les adieux des Berruriers Noirs à l'Olympia, le groupe phare du rock alternatif français dénonce l'industrie du disque. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 89, aujourd'hui. Retenons bien ces dates. Le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Le rideau de fer, qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le gouvernement est-allemand a annoncé ce soir, il y a moins d'une heure, l'ouverture immédiate de la frontière interallemande pour les candidats à l'immigration comme pour ceux qui veulent simplement voyager à l'étranger. Philippe Rochaud, vous êtes sur place à Berlin-Est. Est-ce que l'on connaît la nouvelle à Berlin? Quelle est la réaction dans la rue? Écoutez, elle commence à se répandre et on a vraiment l'impression que c'est un symbole qui vient de tomber. Depuis que les visas n'étaient plus nécessaires pour la Tchécoslovaquie, il y avait toujours la sensation qu'on pouvait partir vers l'Allemagne fédérale, mais seulement à travers un pays tiers. Et c'est comme ça qu'on a vu partir 200 000 personnes en quelques mois à travers la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Mais là, ici, on a vraiment l'impression à Berlin-Est que la frontière interallemande va devenir une frontière comme les autres. Maintenant, il faudra toujours une permission, un visa de sortie pour passer par cette frontière, et donc il faudra du temps. Autrement dit, demain, il ne faut pas s'attendre à avoir tout à coup des queues à tous les postes frontières soudain réouverts ou ranimés. Écoutez, je ne pense pas, parce qu'il faut vous dire aussi que va se poser le problème de l'argent, qui est aussi un véritable mur, le véritable obstacle au voyage. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que le mur avait été construit en 61 par Erich Honecker pour redresser l'économie de la zone communiste où l'argent n'avait plus de valeur. C'est pour ça que je ne pense pas que dès demain matin, les Berlinois ou les Est-Allemands vont se précipiter pour passer le mur. Mais on a été tellement surpris par les événements de ces derniers jours que finalement il faut s'attendre à tout. Est-ce qu'il faut s'attendre ce soir encore, Philippe, à une manifestation dans la rue à Berlin-Est, comme on en voit pratiquement tous les soirs maintenant? Écoutez, oui, il y en a tous les soirs qui se réunissent dans les églises, et donc il y a toujours une possibilité d'exprimer son opinion. Et là, ce soir, c'est évidemment le thème de l'effondrement, en quelque sorte, du mur de Berlin qui va dominer. Philippe, merci. L'effondrement du mur de Berlin, précisément, comme tout se précipite dans ce pays que l'on croyait à jamais figé dans un stalinisme nostalgique. Il y a 3 semaines seulement, qu'Erich Honecker a dû quitter le pouvoir, poussé dehors par Gorbatchev et aussi par la pression de la rue qui timidement osait manifester. Eh bien aujourd'hui, la rue dicte sa politique au régime et efface d'une certaine manière 28 ans d'histoire et d'une histoire douloureuse. Philippe le fait. Je suis un Berlinois, disait en 1963 le président Kennedy face au mur de Berlin. Nous étions en pleine guerre froide. Depuis, il y a eu Gorbatchev et la carte de l'Europe dessinée à Yalta a jauni de jour en jour. Désormais, elle est déchirée. La décision du gouvernement est-allemand fait exploser un peu plus la notion de bloc de l'Est. Le mur de Berlin, édifié dans le secret d'une nuit d'août 1961, le 13, symbole de l'affrontement Est-Ouest, n'existe plus, alors que pendant des années, pour certains, il avait fallu fuir à tout prix. Rempart contre le fascisme pour les uns, mur de la honte pour les autres, 28 ans après son édification, il va devenir une pièce du musée de la guerre froide. Plusieurs centaines d'Allemands y sont morts fusillés par les gardes frontières de l'Est, encore au début de cette année. C'est dire le pas qui vient d'être franchi. Alfred Grosser, bonsoir. Vous êtes, chacun le sait, le spécialiste français de l'Allemagne. Pour le spécialiste que vous êtes, même vous, avouez-le, vous êtes quand même sous le choc ce soir. Oui, parce qu'on ne s'y attendait pas. Si, on pouvait s'attendre, il pouvait être tourné le mur par la Tchécoslovaquie, mais l'ouverture, même avec des visas,
est un événement énorme et je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est s'en réjouir. Nous avons assez protesté occidentaux contre le mur pour ne pas nous réjouir lorsqu'il s'ouvre. Alors, est-ce que c'est un signe de réaction et donc de vigueur du régime est-allemand repris en main par Egon Krenz, ou au contraire un aveu d'impuissance complète et en fait ils mettent la clé sous la porte? Non, ils ne mettent pas la clé sous la porte, au contraire, ils peuvent espérer voir revenir beaucoup de gens qui partent. Je ne voudrais pas être à la place du maire de Berlin-Ouest, qui va se trouver en face d'une ruée énorme de gens, même s'il faut des visas, et déjà en République fédérale se manifestent des signes d'un quasi ras-le-bol devant cette arrivée massive. On n'expulse plus les Allemands de l'Est comme on le faisait avant, on leur permet de partir et de revenir s'ils en ont envie. Autrement dit, vous pensez que l'exode interallemand qui pèse de plus en plus sur l'opinion publique ouest-allemande et sur les milieux politiques, qu'en fait cet exode pourrait paradoxalement être freiné par la décision d'aujourd'hui? Je pense que les gens qui partent aujourd'hui sont des gens plus susceptibles de revenir que ceux qui partaient il y a un mois. Alors, 3 semaines seulement depuis le départ d'Erich Honecker, est-ce que l'accélération de ces bouleversements en Allemagne de l'Est peut continuer? Quelle pourrait être la prochaine étape? Le multipartisme, selon vous? C'est-à-dire, tout le monde s'attend à ce que le pas décisif soit franchi, à savoir qu'il y ait des vraies élections à l'Assemblée, avec un vrai multipartisme. C'est l'étape suivante, en principe, en tout cas, c'est ce que réclament tous les soirs les foules qui se réunissent en Allemagne de l'Est. Alors, parmi les mouvements qui cherchent à se faire reconnaître par le pouvoir, il y a donc le Nouveau Forum, et l'un de ses dirigeants a dit aujourd'hui « Arrêtez de nous parler de la réunification de l'Allemagne ». Mais la décision de ce soir, c'est quand même un pas énorme vers cette fameuse question de la réunification allemande. C'est aussi un pas énorme vers la juxtaposition, le bon voisinage de deux États. Ceux qui partent veulent aller en République fédérale, ceux qui restent réclament la liberté. On n'a pas entendu le mot unité allemande dans les manifestations en Allemagne de l'Est. Et en Allemagne de l'Ouest, les milieux politiques, l'opinion, semblent beaucoup moins sensibilisés que nous en France à cette question de la réunification. En dehors de l'extrême droite, aucun parti ne réclame la réunification pour un temps limité, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas la juxtaposition de deux États allemands libéraux, ce qui pose des tas de problèmes, mais je crois qu'il faut commencer par s'en réjouir. Alfred Grosser, je vous remercie pour cette réaction à chaud. Je vous rappelle que la nouvelle est donc arrivée sur les téléscripteurs de l'agence France Presse il y a tout juste 40 minutes. Mais aujourd'hui, déjà, un nouveau signe de cette accélération des changements en Allemagne de l'Est. On a annoncé que la conférence du Parti communiste est-allemand aura lieu 6 mois avant la date prévue. Il aura lieu dès la mi-décembre. Car la réalité quotidienne en Allemagne de l'Est, et notamment à Berlin, c'est bien sûr un pays, un régime saigné à blanc par l'exode interallemand. Dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux, on sent cet affaiblissement, on sent déjà que le pays a du mal à fonctionner. C'est ce que Philippe Rochaud a constaté dans l'hôpital central de Berlin-Est. Situation alarmante à l'hôpital central de Berlin-Est qui a vu partir 73 infirmières et 15 médecins en l'espace de 2 mois. Nous avons perdu un seul médecin dans notre service qui est parti pour l'Allemagne fédérale. Mais c'était un excellent spécialiste des transplantations et de la dialyse. Cela signifie pour nous beaucoup plus de travail et sa connaissance en la matière nous manque énormément. C'est surtout chez les infirmières que la tentation est grande. Elles ont fait 4 années d'études payées par l'État. Leur départ est une perte considérable pour le pays. On écoute les nouvelles ensemble, on en discute, on attend de voir comment ça va tourner. Mais par exemple, vous voulez rester ici? Oui, j'aurais pu partir définitivement à l'occasion d'un voyage à Hambourg chez ma tante, mais je suis revenu et je reviendrai encore l'année prochaine. Pour l'heure, les malades, comme ces patients sous dialyse, ne subissent pas la conséquence de l'exode du personnel médical. Les médecins qui restent multiplient les heures supplémentaires, une solution comme une autre, pour compenser les départs à l'ouest. Sie kennen ja die Entscheidungen, dass wir
Vous connaissez la décision. Des soldats de l'armée du peuple vont venir ici pour remplacer, à partir du 1er décembre, les gens qui sont partis à l'ouest. Mais ça ne sera que quelques médecins. Le reste, ce seront des techniciens, comme des plombiers, des électriciens, des cuisiniers. Mais au moins, je pourrai employer des gens pour faire le travail. 150 personnes sur 2000 employés ont ainsi abandonné l'hôpital de Berlin-Est. Il faudra au moins 5 ans pour que l'établissement fonctionne à nouveau normalement. Notons encore ce soir cette déclaration officielle soviétique, une déclaration qui a été publiée à Moscou avant l'annonce donc de l'ouverture totale de la frontière interallemande. La question de la réunification allemande, dit-on à Moscou, cette question, pour le moment, n'est jamais qu'un exercice purement intellectuel. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole soviétique du ministère des Affaires étrangères. Pas de réaction encore à Varsovie, où est arrivé tout à l'heure le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl. Il va passer 6 jours en Pologne, 6 jours d'une visite officielle qualifiée d'historique, puisqu'elle devrait sceller la grande réconciliation entre deux pays qui souffrent encore des séquelles de la dernière guerre. Le chancelier a donc été accueilli, vous l'avez vu, par le Premier ministre et aussi par Lech Walesa, qu'il a reçu dès son arrivée. Dans l'escarcelle du chancelier, des prêts importants qui pourraient aller jusqu'à 10 milliards de francs et la promesse formelle, déjà exprimée hier à Bonn, de ne pas remettre en cause la frontière occidentale de la Pologne, établie en terre autrefois allemande. Voilà donc ce soir pour ce dossier allemand qui, bien sûr, aujourd'hui prend un relief particulier puisque, je vous le rappelle, le gouvernement de Berlin-Est a annoncé tout à l'heure l'ouverture totale de la frontière entre les deux Allemagnes. Dans la Chine impériale, l'usage voulait qu'à partir d'un certain âge, le maître de l'empire du milieu se dissimulât derrière un rideau rouge pour guider son dauphin et en fait continuer à régner. Eh bien, à 85 ans, Deng Xiaoping perpétue la tradition. Il s'est officiellement démis aujourd'hui de ses dernières fonctions et il a promu son dauphin, le secrétaire général du parti, Gilles Rabin. L'empereur et son dauphin, Jiang Zemin, lors de la dernière apparition publique et télévisée du numéro 1 chinois, Deng Xiaoping. Son troisième dauphin en 2 ans, après Ru Yaobang et Zhao Ziang, limogés tous les deux pour excès de réformisme, l'un en janvier 87, l'autre en juin dernier. C'est la deuxième fois en 2 ans aussi que Deng Xiaoping annonce son départ à la retraite. Le 1er novembre 87, Deng quittait en même temps le bureau politique du PC chinois et le comité central. Il ne gardait que cette présidence de la commission militaire, un poste clé qui, en juin dernier, lui a permis d'ordonner à l'armée de tirer sur les étudiants et d'écraser les manifestations de Tiananmen. Un levier de commande si essentiel qu'il paraît improbable que Deng l'abandonne aujourd'hui. On pourrait dire que Deng Xiaoping est une sorte d'empereur vieillissant qui, comme Mao Tse-tung, assure l'essentiel du pouvoir, ce qui compte dans le pouvoir, qu'il cherche à déléguer ce pouvoir à ceux qui émanent de lui, mais qu'en même temps il est obligé de reconnaître que des factions existent à l'intérieur de son pouvoir. Il cherche à pianoter sur ces différentes factions, mais en même temps on voit bien que se précise dans ce jeu obscur, se précise ce qui sera l'épisode de la succession. Cette difficile succession de Deng Xiaoping et le destin de la Chine qu'il dirige depuis 10 ans se joueront entre ces deux images. Arrestation des auteurs présumés du cambriolage à Cannes de la villa de Marina Picasso. Les tableaux qui avaient été volés dimanche dernier ont été retrouvés chez un restaurateur du Var, Rémi Roche. C'était bien eux, les 2 gardiens de la Villa Flores n'avaient eu aucun mal à voler les 12 toiles de maître, dont 7 Picasso. Des tableaux qui ont été retrouvés cet après-midi en parfait état dans l'entrepôt d'un restaurateur du Pradet près de Toulon, lui aussi arrêté et présenté ce soir au parquet de Grasse. Très vite, les enquêteurs avaient été intrigués par l'absence d'effraction, tout juste un trou dans le grillage qui ressemblait trop à une manœuvre de diversion. En outre, dimanche matin, vers 7 h, le gardien était opportunément parti faire des courses pendant 3/4 d'heure, en laissant les chiens attachés et sans brancher le système d'alarme, selon ses déclarations. Alors qu'il pleuvait ce week-end à Cannes, pas de traces d'eau ou de boue dans la villa que Marina Picasso avait quittée pour se rendre à Megève. Cela aussi, seul un familier pouvait le savoir. Les auteurs présumés du cambriolage sont donc sous les verrous ce soir. Reste à savoir pour qui ils avaient monté le coup.
Un Picasso contre un autre et tout le monde est ravi. Le ministre de la Culture, l'heureux propriétaire et les marchands de tableaux. Les noces de Pierrette, ce très beau période bleue de Picasso, pourront sortir de France après leur mise aux enchères prochainement. Mais nous gardons la Célestine, Georges Bégou. Souvenez-vous, nous vous présentions il y a peu de temps un tableau de Picasso hyper protégé, Les Noces de Pierrette. Ce tableau, devenu libre de sortir de France, se vendra aux enchères à la fin du mois 400 millions de francs, un record, mais une perte pour le patrimoine. Aussi, M. Jacques Lang a-t-il négocié le droit de sortie des Noces de Pierrette contre un autre tableau de Picasso de la même fameuse période bleue, la Célestine. Un chef-d'œuvre historique, un thème que Picasso reprendra toute sa vie. Beau cadeau pour nos musées nationaux, mais prenez vos calculettes et considérez l'affaire réalisée par M. Ross, suédois vivant à Paris. Il y a 1 an et demi, il achète les Noces aux environs de 25 millions. Il va les revendre 400 millions. Et le tableau qu'il offre, en échange, la Célestine, ne lui a coûté que 100 millions auprès du marchand français Didier Imbert. Bénéfice du Suédois, 275 millions. Qui dit mieux? Et que faire quand aucun de nos musées ne peut rivaliser? Si le ministre de la Culture interdisait la sortie des Noces de Pierrette, les musées nationaux n'avaient ni les Noces de Pierrette, ni la Célestine. Et le marché de l'art était brutalement asphyxié. Et je crois qu'on perdait sur 2 plans. Nous perdions une grande œuvre d'art et nous perdions une chance de développement du marché de l'art. En somme, tout le monde est content. Il faut bien se rendre à l'évidence. L'art, aujourd'hui, c'est surtout une question de marché. Ce n'est pas l'entremetteuse Célestine qui nous contredira. La grève des agents des finances qui dure depuis plusieurs mois est en train de s'effilocher. D'après les syndicats eux-mêmes, le travail a repris dans une 50aine de directions. Une crispation cependant aujourd'hui. Les syndicats ont jugé inacceptables les propositions du ministère en matière de retenue pour jour de grève. Même si la reprise du travail va donc aller en s'amplifiant, les effets de la grève perdurent. Jean-Pierre Métivet. Et voilà, ça devait arriver. Elle ne sera pas demain dans les bureaux de tabac. Mieux, au ministère des Finances, personne ne peut dire quand débutera officiellement la vente de cette arlésienne de vignettes. On espère seulement clôturer la campagne avant le 15 décembre. C'est la première trace laissée par la grève des impôts. La seconde, c'est le marché de l'immobilier, un peu perturbé. Cette grande maison vide, Madame Solel l'a vendue début juin. Du moins, elle a signé une promesse de vente. Depuis, elle n'a pu la concrétiser, car il manque un tout petit papier. La vente devait se faire vers le 15 octobre. Et parce que les impôts sont en grève, tout est bloqué. Il n'y a pas de relevé d'hypothèque, de levée d'hypothèque. Il n'y a rien de fait. Alors moi, je suis bloquée complètement. Le papier manquant, la levée d'hypothèque, elle est quelque part dans un bureau des impôts. Seulement, même si l'on a repris le travail, on y fait un peu la grève des bras croisés. Or, il y a près de 2 mois de travail en retard. Ce sont des milliers et des milliers de sacs postaux, de courriers en instance. Ce sont des centaines de milliers de chèques et quelquefois des millions de documents qui sont arrivés et qui sont à classer. Je crois que c'est effectivement un retard considérable qu'a pris l'administration et un retard qui sera pratiquement impossible à récupérer dans un laps de temps réduit. Même les bijoux s'étaient accumulés dans les coffres des poinçonneurs d'État. Pour rattraper le retard, le ministère ouvre un crédit d'heures supplémentaires et indique qu'il ne retiendra que les 3/4 des jours de grève ouvrables, sans y inclure les week-ends, ce que les syndicats jugent insuffisant. L'Europe de l'Est, les relations économiques et en filigrane politique entre cette Europe-là et la communauté européenne, c'est l'un des thèmes développés bien sûr à Bruxelles aujourd'hui par Michel Rocard. Le Premier ministre, avec plusieurs membres du gouvernement, est allé y faire le point de la présidence française à mi-parcours. Philippe Sassier. Michel Rocard, entouré de 6 ministres et de leurs collaborateurs, ont passé la matinée puis déjeuner avec Jacques Delors, entouré, lui, des 17 commissaires européens. Au menu, l'état des travaux avant le sommet de Strasbourg qui se tiendra dans 1 mois très exactement. On a examiné aujourd'hui les dossiers vedettes de la présidence française et notamment l'Union économique et monétaire. À Strasbourg, on devrait s'entendre sur la date de la conférence intergouvernementale qui rediscutera le traité de Rome afin d'y inclure cette union économique, premier pas vers l'union politique. Au cours de la conférence de presse donnée par Jacques Delors et Michel Rocard, on a beaucoup parlé des pays de l'Est. Ce ne sont pas les événements qui s'y passent qui nous poussent à vouloir construire rapidement l'Europe, a dit le Premier ministre,
Mais ces événements justifient notre volonté de rapidité et c'est dans un langage de marin qu'il a lancé un message à son homologue féminin et insulaire qui traîne des pieds. Je maintiens que nous souhaiterions tous voir la Grande-Bretagne nous rejoindre, mais elle ne peut pas se permettre de retarder tout le train. C'est le problème du commandement des amiraux qui pilotaient les convois maritimes en temps de guerre. Les convois maritimes en temps de guerre s'alignent toujours sur la vitesse du bateau le plus lent, mais vient un moment où le risque stratégique qu'on fait prendre à tout le convoi si un bateau vraiment trop lent peut amener, on a connu des cas, la décision du commandement de la flotte d'abandonner le navire solitaire à son tragique destin. La polémique du foulard, un peu d'huile sur le brasier avec cette déclaration du vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Je le cite, « La France provoquera la colère et la haine des musulmans du monde si elle empêche le port du voile islamique à l'école ». Fin de citation. C'était donc la déclaration aujourd'hui du vice-ministre iranien des Affaires étrangères à Téhéran. Le 19e anniversaire de la mort du général de Gaulle, pèlerinage des députés RPR à Colombey aujourd'hui. Louis Carzou. 19e anniversaire de la mort du général de Gaulle, hommage traditionnel à Colombey, les deux églises des députés RPR. Une centaine d'élus s'est recueillie dans le cimetière avant de se rendre à la Boisserie, l'ancienne demeure du fondateur de la France libre. Les participants ont également tenu à rappeler l'actualité du discours du général de Gaulle, notamment sur l'Europe de l'Est. Occupation dans le calme des chantiers navals de l'Atlantique par plusieurs centaines d'ouvriers. Après la décision de lock-out total, les syndicats ont appelé les salariés à intensifier leur lutte. Hier soir, après une réunion de 3 heures, la direction des chantiers de Saint-Nazaire était toujours opposée aux revendications salariales. 350 gendarmes, 2 hélicoptères pour amener les meurtriers présumés. La nouvelle reconstitution du meurtre de Céline a pu se dérouler dans le calme. En juin dernier, les habitants de la Motte au Caire s'en étaient violemment pris aux avocats des 2 meurtriers présumés. La reconstitution, parfaitement organisée selon les avocats de la partie civile, s'est achevée sans incident vers 13 h. Tempête en mer du Nord la nuit dernière, 3 morts dans la collision entre un ferry et un cargo. Les 2 navires se sont éperonnés par un vent de force 10 à une quarantaine de kilomètres des côtes allemandes. La même tempête a emporté une plateforme au large de l'Angleterre. Les 51 personnes à bord ont pu être évacuées à temps. Le Liban dans l'impasse politique. Le président René Maouad, élu dimanche dernier, a commencé les consultations pour former son gouvernement. Un gouvernement dont le général chrétien Michel Aoun conteste toujours la légitimité. En outre, c'est la première fois depuis 1975 qu'un président libanais est installé dans le secteur musulman de Beyrouth. Le beau temps persiste à la Bourse de Paris où la séance s'est de nouveau achevée sur un gain plus 0,96%. Dans cette ambiance, même la devise américaine reprend des couleurs à 6,2570 francs. L'objectif, briser l'un des vrais tabous de notre société. Les moyens, insuffisants encore sans doute, mais sûrement efficaces. Un numéro de téléphone où l'on trouvera des gens à qui demander conseil, des gens à qui parler. Et puis une campagne d'information dans les médias pour encourager celles qui se taisent à sortir du silence. Il y a en France des millions de femmes battues. La violence conjugale est la routine des policiers. Michel André, le secrétaire d'État aux droits de la femme, a décidé de passer à l'attaque. Le dossier, Anne Gainsbourger. Une femme appelle au secours. Urgence d'une soirée ordinaire. Foutu un coup de pied, tu m'as dit tu veux ça et tout, tu m'as foutu un coup de pied. Parce que j'ai voulu défendre Christophe, j'ai dit ne le touche pas, tu m'as dit toi t'es pas contente, tiens, prends ça. Pourquoi? J'ai rien fait, je rends du boulot, moi, je travaille pour eux tous. Qu'est-ce que t'as fait papa ce soir? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme coup? Une fessée, des coups de pied? Il me donne un coup de pied. Où? Ici. Dans la joue? À ce point-là? Là. Si l'enfant est honnête, il n'a pas été frappé, mais seulement corrigé. La violence conjugale qui s'exerce dans l'univers clos du foyer, de l'humiliation, du premier coup de poing jusqu'à la destruction de l'autre. Puis un soir, il est rentré, il m'a dit bon ben le week-end prochain, tu te prépares et je viendrai avec quelques copains. Et que tu sois consentante ou pas, tu y passeras.
La seule chose que je n'ai pas supportée d'une, c'est quand il poignait ma fille, il claquait la tête sur le ciment. Il avait le sabre dans la main, il avait le pistolet, il disait « Votre mère c'est une putain, je vais la tuer ». Et moi j'étais malheureuse en même temps parce que moi je l'aimais encore mon mari. Mais ça m'empêchait pas que je l'aimais. Et quand on aime, c'est plus fort que soi. Pour briser cette dépendance et cet isolement, un spot télévisé vient aujourd'hui alerter la police, les médecins, les voisins, qui trop souvent préfèrent ignorer les victimes. Pour certaines femmes aujourd'hui, il existe un endroit plus dangereux qu'une rue mal éclairée ou un parking souterrain. C'est leur propre foyer. Et l'homme, le plus susceptible de les maltraiter, de les violenter, n'est pas un étranger, mais leur propre compagnon. L'homme avec qui elles vivent. C'est parce que trop d'hommes s'imaginent avoir tous les droits dans leur foyer que près de 2 millions de femmes sont battues régulièrement en France. La violence conjugale, comme toute autre forme de violence, est inacceptable. C'est donc le spot que vous pourrez voir plusieurs fois sur vos écrans de télévision. L'Olympia plein à craquer dès ce soir jusqu'à samedi et des adieux à la fleur de l'âge. Les Burériers Noirs, groupe de rock français et alternatif, en ont assez du showbiz. Ils ont décidé de tout arrêter. Destroy, comme diraient Agnès Poirier et Pascal Pueyo. Sur la zone, la radio rodéo. Les Berruriers Noirs tirent leur révérence. Après 7 ans de galère et 200 000 albums vendus, ils se séparent dans un ultime éclat de rire. C'est l'État et sa mafia, c'est la loi du ratafia. C'est la jeunesse sans permis, la légion des sans-abri. La télé qui t'abrutit, qui Seuls, sans multinationale du disque, sans attaché de presse, ils sont devenus le groupe phare du rock français indépendant. Avec ce court-métrage qui leur ressemble et un dernier disque qui s'arrache, souvent fauché, toujours marteau, c'est le titre, les clowns guerrilleros quittent la scène. C'est bien quand on a peu la page. Ça montre encore une fois qu'on a un groupe libre, c'est-à-dire qu'on n'a aucune pression, qu'on peut arrêter quand on veut. Et on voulait faire une belle fin, là on finit avec un disque qui est très bien, on est vraiment très content. Puis on finit par 3 concerts à l'Olympia qui risquent de s'annoncer très très chaud. Les mots qu'ils ne disent pas, la lassitude et l'amertume devant un mouvement rock alternatif qui se désagrège. Il y a 10 ans, voyant qu'ils n'intéressaient personne, les rockers français se prennent en main. Radio, journaux, concerts, labels de disques, un réseau parallèle, indépendant et artisanal se crée autour des groupes de rock. Mais depuis quelques mois, le paysage a changé. Longtemps sceptiques, les grosses maisons de disques, les majors compagnies, se mettent à signer à tour de bras les groupes de rock français. Du côté des petits labels, subitement délaissés, comme ici, Boucherie Productions, on est plutôt amer. Donc il reste des petits groupes dans les caves, il y a 30 000 groupes en France, il y en a plein de super, qui ont encore de la sève, de la fougue, qui croient encore à ce qu'ils font et qui croient encore à la musique. Moi, nous, on se tourne vers ces groupes-là et on va travailler avec eux. Le rock métissé frénétique avait séduit tout le monde, label indépendant et major compagnie. La Mano Negra n'a pas hésité. Ils ont quitté Boucherie Productions pour une multinationale, Virgin, qui leur laisse toute liberté de création. Trahison, accusent leurs amis alternatifs. Nous sommes des musiciens, répliquent-ils, pas des militants. Ça nous a permis que le disque sorte dans 18 pays étrangers. Ça nous permet d'aller tourner aux États-Unis, ça nous permet d'aller au Japon, ça nous permet d'aller en URSS, ça nous permet d'aller dans plein de pays. Et d'aller dans des pays où le disque serait distribué, quoi. Ce qui n'était pas forcément possible dans un petit label. Du réseau d'initiés à la multinationale, pour la Mano Negra, transfert réussi. Mais combien d'autres groupes signés derrière, à la va-vite, finiront dans les bacs à soldes? Ce soir-là, à Angers, après 4 rappels, le public ne veut toujours pas partir. Et pour la Mano Negra, c'est tout ce qui compte. Chaud le rock, l'actualité aussi, avec l'information essentielle ce soir, je vous le rappelle, on l'a appris à 19h10, très exactement, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est a décidé de fait de dissoudre le rideau de fer et de rendre à peu près perméable la frontière entre les deux Allemagnes, Philippe Lefay. Oui, tout à fait. On a en plus quelques détails sur cette décision du gouvernement est-allemand. Il est dit par le porte-parole du bureau politique du Parti communiste que la police a reçu instruction de délivrer immédiatement des visas pour les départs définitifs sans que les conditions mises auparavant à un tel départ
ait besoin d'être réunie. Quant au simple voyage à l'étranger, la permission peut désormais être demandée sans exposer des motifs. Tout ça est donc très très important. Les autorisations, poursuit le porte-parole du bureau politique du Parti communiste, seront délivrées rapidement et les refus ne seront opposés que dans des cas exceptionnels. C'est ce que poursuit le communiqué. Et M. Chabowski, qui est donc un nouveau membre du bureau politique du Parti communiste et qui est aussi le porte-parole du comité central du PC est-allemand, précise à une question: est-ce qu'on va détruire physiquement le mur de Berlin? Il dit: pour l'instant, il y a d'autres questions qui doivent être prises en considération et il estime qu'on peut l'envisager si, dit-il, l'ARFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, et l'OTAN décident de prendre des mesures de désarmement. Alors, pour résumer rapidement, 13 août 1961, le mur de Berlin. Aujourd'hui, symboliquement, cette frontière disparaît. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, 200 000 Allemands de l'Est sont passés à l'Ouest sans forcément passer par cette frontière entre les deux Allemagnes. C'est-à-dire un peu plus de 10% de la population. Tout à fait. Donc désormais, ils peuvent passer directement de l'Est à l'Ouest, sans passer par la Hongrie ou la Tchécoslovaquie ou la Pologne, comme on a vu cette queue dans les ambassades. Et puis, il faut dire aussi, et là c'est peut-être pour résumer que ça va très très vite, nous sommes 3 semaines après le départ de Necker, alors qu'aujourd'hui en Allemagne de l'Est, l'équipe à la tête du PC a été resserrée, elle a été rajeunie autour d'un réformateur, plutôt réformateur, qui s'appelle Modrow, qu'on parle de légalisation du nouveau forum qui est le mouvement d'opposition, qu'on parle également d'élections libres. On se résume, plus de visa pour les Allemands de l'Est, ils peuvent partir, c'est acquis. Pour les familles allemandes, c'est la perspective de réunification entre l'Est et l'Ouest. Et pour tous les stratèges de l'Est et de l'Ouest, c'est plus que jamais l'idée qu'il faut travailler sur la réunification des deux Allemagnes. Alors c'est l'information à chaud, c'est aussi l'histoire en marche. L'histoire en marche, c'est ce dont témoigne l'hebdomadaire L'Express, oui, voilà, l'hebdomadaire L'Express qui va diffuser à partir de demain dans les kiosques son numéro 2001, longue vie donc à l'Express qui depuis 1953, grâce à François Giraud et Jean-Jacques Servan-Schreiber, est l'un des piliers de notre presse. Voilà, pardon d'avoir un tout petit peu rallongé ce journal. Actualité oblige. Dans un instant, José Blanc-Lapierre pour la météo. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.